Je remercie mes collègues qui ont déjà planté parfaitement le décor. Ça me permet de me focaliser sur mon intervention. J'ai deux parties principales. Du professeur et du père aussi François Kiboueng, je retiens la mission prophétique de l'intellectuel. De mon collègue Athanas Magoy, je maintiens la nécessité pour avoir un sujet autonome, critique, engagé et communicant, comme le but de l'action de l'intellectuel dans la société. Et de Mme Nelly Kiwang, je retiens non seulement l'importance des femmes dans les lieux où se produisent les savoirs. Et vous en êtes une parfaite illustration aujourd'hui. Deux parties dans mon intervention. Comme le titre l'indique, je vais me focaliser sur le texte, sur la publication, sur l'écriture et son statut dans le modus operandi de l'intellectuel. Donc, deux parties. La première partie, on va essayer de faire simplement, mais quand même une réflexion philosophique sur l'écriture. Et la deuxième partie, ça sera une application concrète sur le terrain qui sera basée sur mon expérience au Congo. Parce que j'en viens et j'ai passé 3 mois sur le terrain, après 10 ans d'absence, avec comme focalisation le statut du livre, le statut du texte. Dans la première partie, comme j'ai déjà dit, d'abord, rapidement, les titres vont être textualité, le texte, dissémination, il faut le publier, disséminer la semence, il faut la répandre, et puis mondialisation, dans un contexte de mondialisation. C'est ça la praxis intellectuelle et politique. Le focus, directement, il faut le dire. Ce que je vise, c'est pour montrer qu'il y a des révolutions de paradigme. Nelly, tu en as fait allusion, donc je peux continuer. On appelle les révolutions symboliques. Ça signifie les révolutions qui bouleversent les structures cognitives, les structures de perception et de compréhension du réel, et ils peuvent aussi, et parfois, même des structures sociales. Tout mon exposé va graviter autour du pouvoir discursif, du pouvoir symbolique du texte. Et même, j'ose un néologisme, parce que c'est une recherche, une réflexion en cours d'élaboration. On va arriver à une sorte de pantextualité, mégatextualité, métatextualité. Ça signifie, aujourd'hui avec la mondialisation, avec le globe qui tourne, chaque fois que nous plaçons un texte dans la revue ou bien par notre réseau Internet, nous aussi, c'est que cas, nous avons placé nos textes pour l'éternité dans la mégatextualité mondiale et nous n'avons aucun complexe à avoir, ni d'infériorité, ni de supériorité. Mais c'est ça, nous sommes acteurs. Parce que parfois, nous nous avons vaincus avant de combattre. Mon gars, les mondialisations, non, ça n'existe pas. Alors, première chose, j'ai dit qu'il y a deux parties dans mon intervention. Faisons un peu de philosophie. Alors, c'est comme si je vous propose de faire un voyage Ottawa-Kinshasa, Kinshasa-Ottawa, aller-retour. J'espère que je serai un bon pilote pour atterrir. Parce que le problème, c'est quand on atterrit, les passagers applaudissent, surtout en Afrique. Et j'ai expérimenté. Alors, première chose, le statut de l'écriture. Nous sommes en Occident. Hein? C'est quand même les ancêtres, les Occidentaux, c'est quand même les Grecs. Alors, je prends l'un de Platon, qui touche partout, est-ce qu'il ramasse tout ça? Je vais prendre rapidement 3 dialogues chez Platon. Le Timée, qui est un dialogue déjà de maturité, où vraiment il explique comment est-ce que le dieu, le démiurge, il crée le monde en procédant à des mathématiques tout à fait éblouissantes, divines, qui échappent tout ça, il essaie, tout. Mais toujours dans ce dialogue déjà, parce que quand les âmes quittent le corps, il faut bien quand même comparaître devant le démiurge, quoi. On ne va pas toujours prétendre échapper à tout. On n'est pas tout puissant, on est mortel. La mortalité, c'est ce qui fait qu'il y a philosophie. Parce que nous sommes à cheval entre les dieux et les humains. Et l'animalité aussi. Donc, dans le Timée, Platon dit que si quelqu'un n'a pas pris soin de son âme pendant son parcours terrestre, alors, lors des réincarnations, je dis bien, je suis chez Platon là, il va se réincarner en animal. Par exemple, voilà un peu sa chronologie. Dans le Timée, il y a les hommes, bon, il y a les femmes, d'après lui. Après, il y a les animaux à 4 pattes. Si quelqu'un ne veut pas comprendre de prendre soin de son âme, il va mener comme un reptile, comme le serpent, où la tête touche déjà le sol, donc c'est le plus bas. Hein? Thoughtless being. Donc les gens, donc la pensée, là, la tête touche le sol, donc il y a extinction de pensée. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, alors il va être crocodile, donc alors c'est d'abord directement.
Voilà ça. Donc les crocodiles sont des humains pour lui qui n'ont pas fait la philosophie. Et c'est pourquoi ils sont violents. S'ils t'attrapent, ils te mangent. Ceux qui ont des lacs, la République guerre ou le Congo, ce sont des humains pour lui. Voilà le statut de la philosophie. On vient en Occident, s'il vous plaît. Donc ça passe par l'écriture. Timée. Deuxième dialogue. Phèdre. C'est le décisif. Dans le Phèdre, Platon raconte la création de l'écriture. Je passe le détail avec des chorégraphies divines, le dieu Zéus qui est là, et puis les autres divinités avec leurs chars le suivent. Le dieu Zéus contrôle tout, et puis les autres divinités le suivent. Mais le mythe dans le Phèdre, il y a un mythe de la création de l'écriture en Égypte. C'est étonnant. Alors, l'empereur pharaon est aussi le dieu. Le dieu Tammuz, c'est aussi l'empereur, c'est le pharaon. Et le dieu Thoth, le dieu Thoth égyptien, qui correspond à l'Hermès des Grecs, il va voir le pharaon, qui est aussi le dieu aussi. C'est deux en Égypte. Voilà, j'ai trouvé un remède, pharmacon. Okay. Pharmacon. Un remède pour guérir les hommes, parce que quand l'âme est dans le corps, il y a l'ignorance. La maladie, la seule qui existe, c'est l'ignorance pour Platon. Et le dieu Thoth, il dit que l'écriture va aider les hommes à guérir de leur ignorance. Mais le pharaon n'est pas d'accord. Il dit non, non, non. C'est encore risqué si on fait les choses par écrit. Il risque de se fier à ce qui est extérieur. Or, la philosophie, c'est des choses vraies. C'est l'âme qui doit tout comprendre. Donc, Thoth, il transgresse l'interdit du dieu, du pharaon. Donc, l'écriture, c'est le résultat d'une transgression, mais après coup, mais qui vaut la peine, parce qu'on ne peut pas tout retenir, comme aujourd'hui. C'est pourquoi il y aura une revue qui va publier les actes. Donc, c'est tellement nécessaire. Donc, l'écriture, ou les dieux, un remède, pharmacon, qui va guérir les hommes de leur ignorance. C'est le problème de l'ignorance, le statut de l'ignorance. Et je termine, le Phédon, incroyable dialogue de maturité. Donc là, c'est le maître, absolument, c'est le maître, bon, qui tire sa révérence avec une dernière leçon magistrale, comme dans les vieilles universités européennes. Et dans le Phédon, Platon raconte comment Socrate, son dernier jour sur Terre, il fait la philosophie encore. Le disciple qui dit, oh, il va mourir parce qu'il est condamné à boire le poison, mais celui qui calme tout le monde est comme, on se calme les gars, c'est correct. Les gens pleurent. D'abord, il a mis sa femme et son enfant à la porte parce que les femmes commencent à pleurer. Allez-vous-en, il faut la mettre à la porte. C'est pas ça ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Phédon? Et Platon se plaint, il dit que c'est grave. Quand l'âme quitte le corps, quand elle arrive là au jugement, beaucoup d'âmes sont dans l'ignorance. C'est vraiment la catastrophe quand on est dans l'ignorance, parce que là, il y a toujours, d'après Platon, pourquoi j'insiste sur ça? Vous allez voir. Parce que, après, bon, selon ce qu'on a fait, exemple, quelqu'un qui a tué un autre, les brigands, il y a comme là toute une hydraulique souterraine de lacs et de fleuves qui communiquent et tout ça, les tartares dans les enfers, et puis, selon les fautes, on est pris dans une karma, on tourne pour payer. Si on a tué quelqu'un comme tel président, que je ne cite pas son nom, ou bien tel autre, voilà, on paye. C'est pour dire qu'on n'échappe pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est dans un monde où le système néolibéral a pris la place de l'absolu, c'est absolutisé pour dire que c'est celui qui a le dernier mot sur la vie et la mort des gens. Donc, pour déconstruire le système néolibéral, il faut le laisser sortir, l'interroger de l'extérieur. C'est-à-dire il faut juste le laisser. Je suis tout à fait d'accord quand mes collègues disent, et je vais commencer ma deuxième partie, j'espère que je n'ai pas trop survolé, mais c'est important. C'est évident qu'on n'a pas 1000 ans pour vivre. Donc c'est vrai que sachant nos universités en Afrique, je vais le faire 3 mois. Et voilà, oui, absolument. Et ça, j'ai même, comme mon père me disait, mais tu auras même un conteneur d'ouvrages à écrire. Absolument. Et il y a 2 qui sont terminés, où j'essaie d'abord de payer la dette. Bon, de 20 ans de ma formation ici, c'est fini, et puis chez l'éditeur. Mais le problème, c'est quoi? C'est évident que vous n'allez pas aller chez gens, dire comme je parle là-bas, et puis voilà, on doit être réaliste dans la vie, et essayer de se trouver son chemin. Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Donc, ma première partie, c'est pour montrer que l'écriture, il y a la mortalité. Tout le dialogue gravite autour du statut de l'humain entre les divinités et l'animalité et l'écriture. On a eu, depuis 4 siècles, on est censé affronter à l'Occident. Et quand même un chercheur neutre, il va en Afrique aujourd'hui, à Kindu, à Burundi et tout ça, c'est ça. Ce n'est pas un jugement contre les Africains. Mais les Africains ont déjà rencontré les autres. Donc les élites doivent donner un peu plus que les autres. C'est ça le problème. Vous voyez? Alors ça, c'est mon premier point. Donc, dans ce survol
absolument philosophique. Je voulais montrer, n'oubliez pas mon néologisme de pantextualité, mégatextualité, métatextualité, c'est-à-dire nous devons inscrire nos propres textes. Et le cercle cadre doit être très fier. Et en écoutant juste les interventions de ce matin, c'est saisissant. Donc, et nous devons aussi, c'est ça le but du cercle cadre, promouvoir une éthique de la dignité, de la fierté, de la responsabilité, voilà, et sortir de l'extraversion coloniale. C'est d'abord un mode mental, la colonisation. Quand je dis on n'a pas besoin de subventions, c'est beaucoup plus métaphysique, comme ce que Platon vient de dire. Nous pouvons, et j'ai rendu hommage dans mon mot d'ouverture, ce centre vit grâce au sacrifice en temps, en argent, en amour. Et c'est comme ça qu'il doit continuer. C'est la seule façon de garder la liberté. Et on est bien parti. Et ça, c'est important. Alors, mon deuxième point, le statut de l'ouvrage en Afrique aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter un peu mon voyage au Congo, disons après 10 ans d'absence, mais en fait après 20 ans en fait. Parce que la dernière fois j'y étais pour 3 semaines, il y avait la guerre à l'est là. Moi je suis de Kindu, je suis entre le Kasaï et le Kivu, à Kindu dans le Maniema, qui est un point stratégique du Congo. Rapidement, d'abord je dois honorer, je le dis, je le fais aussi par écrit, dans l'ouvrage qui racontera ce voyage, l'hospitalité des Africains, la générosité. Vous avez vu Madame Judith a parlé de la donation. Le don c'était mon sujet de doctorat quand même, souvent c'est des choses qui marquent. Hein? Le don, la donation. Parce que le système néolibéral, il faut se le prendre à rebours. Il faut sortir de sa logique. Il y a quand même des choses qui sont données. Mes collègues me connaissent, Nelly, les autres, souvent je leur dis, écoute, pour respirer ici, je ne paye rien. D'ailleurs, c'est ça le problème de la philosophie, on doit critiquer les mots, c'est le langage, logos. L'homme, c'est le langage, c'est ce qui nous démarque de l'animalité. Ma vie n'est pas une hypothèse, ni une hypothèque. Je respire, je suis vivant. Ce n'est pas une hypothèse, je n'ai rien à hypothéquer, je suis vivant par Dieu qui crée aussi. On doit le temps de le citer aussi. Ah, on ne peut pas dire ça. Oui, on peut dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça, vous savez tout ça, la laïcité, mais ça n'a rien à voir. Ma vie n'est pas une hypothèse. Alors, en disant cela, c'est quoi? Quand on arrive aujourd'hui, l'hospitalité, c'est impressionnant. Alors moi, je suis de Kindu, c'est important, c'est une grande gare que déjà Léopold II avait créée en 1907. Et de Kindu, on peut prendre le train jusqu'à l'Afrique du Sud. Oui, Kindu, Lumachi, tout le Katanga, jusqu'à l'Afrique du Sud. Et puis c'était un grand port sur le fleuve. Et puis un grand aéroport, les autorités actuelles veulent le mettre comme aéroport international parce que tous les avions qui vont en Afrique du Sud, Kindu, oui, ok. Aussi, on peut dire, nous avons des atouts. On est quand même une famille, quand même connue, mes parents sont influents, donc on peut rencontrer des cousins qui sont ministres de l'Intérieur, le bras droit du gouverneur, c'est bien. On doit être fier de ça. J'ai vu toutes les autorités. L'évêque, je viens quand même de l'église un peu, c'est ma mère. L'évêque, c'est des gens de notre génération, nés après les indépendances, c'est aussi des bonnes choses. Donc on peut quand même se parler. Hein? On peut quand même se parler sans dire voilà, je vais te tuer. On est quand même des frères, non? Hein? Non, tu ne peux pas dire ça. Arrêtez. Alors, si Jean-Marie, arrêtez. Non, alors, le problème c'est, j'ai apporté au moins 300 livres. C'est important parce qu'un éditeur va parler cet après-midi. Il faut bien qu'on ait des ouvrages. Donc, il faut quand même les prendre de Paris. On va dire, ah, tu publies à Paris. Ok, d'abord, je m'explique. On va voir si on a en Afrique quelque chose, comme le pays des Grands Lacs, hein, Rwanda, Burundi, Congo. Est-ce comment ça circule le livre? Pourquoi on doit aller à Paris ou bien à Louvain? Ok. Donc, j'ai apporté 300 ouvrages, tout ça, les miens, les autres. J'ai été voir les autorités. Le gouverneur, ils m'ont bien reçu. Hein. L'évêque, toujours des fêtes, c'est bien. Je reconnais ça. Mais j'ai dit, le président a créé, je pense de tout son mandat, Kabila a construit une grande université à Kindu. Je dis que vous, mes frères, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous parler en vérité. L'université là, je l'ai visitée, moderne, hein, impeccable. Yeah. Voilà. C'est là que je voulais arriver. Merci mon frère. Il n'y a pas de bibliothèque. Alors écoutez maintenant. Ok, on y va. On arrive, c'est ça. Et ça ne fait rien à personne, monsieur. Ça ne fait rien à personne. Il dit, écoute, là quand même. Et puis ils te disent, oui, si tu viens te présenter ici comme gouverneur, tu vas battre tout le monde. Alors je rigole. Je dis, c'est pas ma vocation. Chacun sa vocation que Dieu lui a donnée. C'est pas ma vocation. Arrêtez ça. Par contre, vous, les autorités, c'est ça mon frère. Tu m'avais préparé avant de partir au Congo. Tu m'as dit que les gens ne lisent pas même à Kinshasa. Mais j'étais cru, mais je ne croyais pas que l'ampleur était de ce type, mon frère.
Et parfois, les cardiaques peuvent, paf, ACV, quelqu'un est mort. Absolument, tu m'as prévenu, c'est incroyable. Alors j'ai dit, ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand il y a, même moi je n'ai pas laissé comme ça, il y a des bars partout. Il y a deux choses, moyennement. Les bars partout, les églises du réveil partout. Impressionnant. Et quand c'est les bars, c'est impressionnant. LCBO, c'est rien. Tout est là, à Kindu. Amaroula et tout, même, il t'apporte, c'est bien, j'aime bien Amaroula aussi. C'est bon pour comme l'entrée, avant de manger le foufou avec la morue pour le plan de résistance. Excuse-moi François, c'était pas le but de te faire rire, mais il faut aussi en rire de temps en temps pour ne pas avoir ACV. Ok. Mais quand les gens t'invitent quand même, ils peuvent dépenser même $200. Tu comprends? $200. Alors moi, quand j'ai parlé aux autorités, j'ai dit, écoutez, vous êtes mes frères, certains sont mes aînés, alors on se parle un peu en vérité. Parce que vous allez tout le temps à la messe, l'évêque était là. Un livre comme celui-ci, même si je l'ai publié, c'est quand même 30 €. On fait avec les moyens qu'on a. Alors il faut le faire Kindu, Paris, chez Mme Martin, Kinshasa, Kindu. Les frais, ok? Ça arrive à Kindu. Si on prend la logique non libérale, c'est peut-être 50 €, disons $60. Je dis, je le divise par 2. Mais quand je vois pour le repas, tout ça, quand tu vois tout ce qui est à table, c'est $300. Puis la boisson. Donc les Africains ont fait un choix. Il faut les prendre comme des sujets. Arrêtez le paternalisme. C'est ça pour nous le danger quand on dit que nous sommes déconnectés. C'est parce qu'on fait quoi la maman vient ici, viens prendre la tête. Et c'est pas ça. C'est des adultes. Je dis que vous avez fait un choix. Et vous êtes responsable. Tout l'argent, François, pour la boisson. Je dis non, vous allez me tuer doucement. Oui. Donc, et puis, ils sont rodés, quoi. Alors moi, j'ai dit que à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Hein? Nous avons ici des théologiens, tout. Il y a un problème parce que quand vous voyez, j'ai écrit souvent ça dans mes articles, d'ailleurs le prochain ouvrage, c'est quand même par rapport à la théologie africaine, j'essaie d'honorer les dettes, on a été formés ici, il faut honorer les dettes, c'est ça être honnête, mais aussi prendre des distances. Par exemple, les églises du réveil, et tout, il y en a partout, je n'ai rien contre. Tout le monde au Congo, c'est un pasteur, c'est du business. Hein? Mais alors il y a un problème, François, quand on arrive, mon frère, mais ok, mais nous confessons pour, ça c'est mon livre, Le Dieu crucifié en Afrique, mais nous confessons quand même une mémoire subversive. Les théologiens disent, je pense aux théologiens allemands Jean-Baptiste Metz et Jürgen Moltmann, nous confessons une mémoire dangereuse. C'est-à-dire celui que nous disons Dieu, il passe par la croix, ou c'est du semblant, ou c'est vrai, et si c'est vrai, on laisse des plumes. C'est l'un ou l'autre, à un moment donné. Et vous, même les prêtres, je dis les prêtres, les jeunes prêtres, certains sont mes collègues, tout ça, qu'est-ce qu'on fait là? Si ces églises sont là, c'est parce qu'il y a un échec de l'église catholique, François. Tu l'as dit dans ton ouvrage, les enfants sorciers au Congo. C'est un échec cuisant. Alors, Dieu, il nous aime beaucoup. C'est sûr que moi, je n'allais pas évoluer dans de telles structures parce que je parle ça devant un évêque. Or, là, c'est grave. Bon, oui, je peux dire. Bon, si tu es son prêtre, mais il va, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Donc, mais c'est ça, donc il faut savoir où est-ce qu'on met ses pieds. Et qu'est-ce qu'on raconte? C'est juste, c'est clair. Donc, il y a le problème de ça. Alors, avec un peu, je faisais des conférences, avec un peu, même le recteur, tout ça. Sans livre, comment voulez-vous qu'on évolue? Donc, on peut arriver jusqu'à maîtrise sans avoir lu un livre. Il y a des syllabus. Je n'exagère pas, il peut témoigner le professeur d'université à Kinshasa. Et ça ne fait rien à personne. Alors, j'ai dit, mais écoute, c'est correct. Et après 3 mois, ça devient lourd. Au quotidien, parce que ça commence à t'énerver, et puis tu es chez toi. Alors, on ne peut pas. Alors, il y a des choses comme ça, alors, bon, ça devient un peu comme ça, vous voyez. Donc, hein, quand j'ai dit ici, hein, textualité, dissémination, mondialisation, vers une praxis intellectuelle et politique émancipatrice, c'est ça, l'écriture, le statut de l'écriture. Aujourd'hui, depuis 3 mois que je suis rentré ici, à Ottawa, il y aura, en janvier, le colloque de l'année passée où ce sont les dames qui étaient ici, leadership féminin est déjà sous presse. Il va sortir. Et je crois que l'an prochain, nous aurons beaucoup de dames qui viendront ici, les Africains, les Africaines, qui viendront présenter leurs ouvrages écrits sous la direction scientifique du Cercle Cadre. C'est une joie, c'est une fierté. Le problème, c'est quoi maintenant? Comment on fait Ottawa, Yaoundé, Ottawa, Cotonou, Ottawa, Dakar? Si, on a des membres du Cercle Cadre. Armènes et les autres qui ont été ici et qui ont cette conscience, qui lisent nos courriels. Donc, on doit avoir un message d'espérance, une posture d'espérance en l'avenir. Pas souvent l'Afrique, c'est la façon dont on la présente. Les gars, on n'est pas morts. On fait des choses et on doit aussi être fiers. Oh, c'est un peu l'arrogance, arrêtez.
Vous n'allez pas vous glorifier une fois dans votre cercueil, ok? Il faut le faire maintenant quand même. Oui, oui, c'est une façon de parler, vous voyez. Donc, il y a la question maintenant du... Les savoirs sont là, sont diffusés. Vous avez dit, professeur Athanase. Mais maintenant, c'est la dissémination. C'est évident. Tu ne vas pas être à l'université d'une capitale africaine et faire une conférence comme ça. Mais aussi, nous devons faire il y a les défis, hein, le défi de mentalité, l'intellectuel prophétique, vous l'avez dit François, hein, et tout ça, mais c'est aussi cette capacité à questionner les discours convenus, les discours communément admis au nom de l'homme dépasse l'homme. L'homme, ce n'est pas une entité qui est là. Et chaque jour, souvent mes amis me disent, oui, tu fais des approches, mais on a commencé par rendre hommage à l'un de nos membres qui est mort, hein, John, et puis d'autres. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le salon funéraire? On voit bien un corps qui est là, physique. Et l'homme, l'ipséité n'est pas là. L'homme dépasse l'homme. Le système néolibéral s'est absolutisé devant une paresse intellectuelle, même ici à l'Occident, Athanase. Ah mon gars, moi je ne peux pas perdre mon poste. J'ai une carrière, j'ai une famille à nourrir, c'est correct. Mais si tout le monde ne prend pas, se contente de cette démission intellectuelle, le système ment sur beaucoup de choses. C'est des mensonges. Mais c'est la facilité. Par exemple, l'idée de cette conférence a été donnée par rapport... C'était des propos de table avec un philosophe canadien avec qui on n'a pas toujours d'accord, mais qui est parti me chercher loin. Il dit que tu sais, quand tu parles de la crise mondiale, alors il a commencé à faire la théorie de l'évolution, de l'homme de Néandertal, tout ça. Et puis, la crise aussi, nous sommes des primates, d'après lui, donc nous avons besoin des ressources. Le pétrole et coltan du Congo va être pris. Ceux qui ont la puissance, ils peuvent l'imposer ouvertement, comme pendant la colonisation, ou maintenant en mettant les rois télénaires. Donc, attention Benoît, nous sommes des primates, donc il y a cet aspect économique animal qui est là, mais ce que tu dois développer Benoît, c'est le fait que dans certains pays, la vie se limite, manger, je vais manger quoi? Et c'est vrai quand tu parles aux gens, ils te disent, écoute, nous, on doit d'abord résoudre le manger. Le manger, le boire. Ce n'est pas une critique, mais c'est pour dire que chaque peuple a ses élites. On ne parle pas à toute la population. Donc les élites, vous avez vous-même ceux qui ont été formés ici, hein, vous avez parlé de loisirs, ça m'a beaucoup touché. L'ouvrage que je donne là, qui est sous presse, c'est 20 ans de formation de théologie ici. Modernité, la crise moderniste. Vous voyez? Donc loisirs, c'est des gens tout seuls. Ils disent, on peut continuer comme ça à Paris. Rome n'est pas Dieu lui-même. Il est au service de Dieu. S'il prend sa place, c'est qu'on doit vous dire non, pour des raisons théologiques. Hein? Cette raison théologique, c'est la réserve eschatologique. Donc, pour récapituler, je continue les propos de table. Il dit que, mais l'Occident, notre force, c'est que nos gars qui doivent produire des savoirs dans chaque domaine, ils n'ont pas à aller travailler pour 20 $ l'heure ou bien qu'on va diminuer de 10 $ l'heure. Nous, parce que nous avons cette volonté de puissance depuis nos ancêtres Platon, parce que c'était le propos de table, de philosophie, doivent travailler. C'est ce que l'Afrique, on n'a pas. Et l'Afrique n'a pas ça à cause on n'a pas l'amour des Africains. Pour des idioties, on s'empoisonne, même ça devient la pratique. Hein. Combien de fois, mes parents me disent, on te connaît avec tout ça, tes propos, il faut vraiment, tu ne manges pas encore tout, parce qu'il y a l'empoisonnement, et ce n'est pas une blague, François. On arrive à des situations. Même un évêque que je connais a échappé de justesse. Parce qu'il n'était pas de la tribu majoritaire. François, on doit dire ça. C'est ça l'Église aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on continue comme ça? Donc, on est ensemble, tu n'es pas de ma tribu. Ok. Je mange pas, c'est facile, hein, parce qu'il faut bien que tu manges, n'est-ce pas? Hein? Tu as comme des religieuses qui doivent bien, c'est pas. On peut avoir accès aux gens. Combien de fois Mobutu voulait tuer Malouna? En passant par des religieux, ça peut marcher, hein? On est des humains. Personne ne peut dire qu'il peut rester sans manger. Sauf dans un autre mythe de la République, Platon encore, et je finis par là, il dit que certaines personnes passaient leur temps à philosopher et à chanter les chants pour les muses. Et après, ils sont devenus des cigares. Pour les cigares ne mangent pas. Ouais. Vous voyez le califat, c'est-à-dire ils sont devenus des cigares. C'est comme ça qu'il explique la présence des cigares, les gens qui philosophaient, tout. Bon, n'est-ce pas si tout le monde ne peut pas... Donc, ils ne mangeaient même plus. Parce qu'ils étaient dans l'élément philosophique. Hein? Et même une autre anecdote que je peux vous donner, Nietzsche. Un grand philosophe ne peut pas se tromper quand il est vraiment dans son élément. Il dit, c'est que nous vivons ici la mondialisation, mais il a annoncé le nihilisme. 1 siècle d'avance, 2 siècles.
On reconnaît un grand philosophe ou un grand prophète par la réalisation. C'est ça. C'est l'empirie, c'est le terrain qui va vérifier qui est mauvais, vrai ou faux prophète. Ah, François. Là, la mondialisation est annoncée que c'est fini. Le nihilisme, c'est on ne croit plus en rien sauf au matériel. C'est ce qu'on mange. Monsieur Benoît, tes conférences, des livres, c'est ce qu'on mange. Moi, j'aime ma semoule et la viande de bœuf. Et j'aime bien moi aussi. Pourvu que je reste par l'entrée comme amarou, là, comme apéritif. Et si tu veux me préparer ce soir semoule et puis du bœuf, et puis c'est correct. Mais, oui, alors, merci. Alors, cela étant dit, il faut que nous nous focalisions sur les enjeux. Et je crois que ce centre, et je crois que nous, la plupart sont croyants, je pense que Dieu aussi doit se dire là où il est, vous aussi Africains, faites quelque chose qui vient de vous-même, sans extraversion, sans mendicité, sans dépendance. Je vous ai créé comme les autres, vous Africains aussi. Faites quelque chose. C'est là qu'à cause de la grandeur, de la hauteur de notre ambition, les petites coubas ethno-tribalistes, des choses comme ça idiotes, vont elles-mêmes disparaître. Comme je vous ai dit, malgré la crise, les gens de Carleton, de Columbia, de Harvard, sont là 24 sur 24 en train de produire. Tu es spécialiste du Congo, tout ça, et Biko. Et puis, le type de Harvard, il a tout. Quand tu vas au Congo aujourd'hui, les archives sont à Bruxelles. Moi, je parle de Swahili, je donne des cours de Swahili ici. Hein? Même les lettres, j'ai dit aux jeunes prêtres, vous ne travaillez pas là. Qui va écrire? C'est le livre que les pères blancs, les Belges ont écrit. Vous voyez, puis on va dire, ah, nous, Africains, mais c'est vrai, on ne lit pas, on n'écrit pas. Ça, j'ai dit aux jeunes prêtres, ah, je les ai, tout ça. Certains sont à la faculté de Kinshasa, on dit, oui, on va faire notre maîtrise sur tes livres, sur celui-ci. Je dis, faites-le, mais ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour vous, pour l'avenir. Donc, si je récapitule, dans mon exposé, il y avait, je pense qu'on commence à réatterrir sur Ottawa. J'ai proposé comme un vol, aller-retour. Je crois que j'ai réussi à faire atterrir l'avion, parce que c'est ça un grand pilote. To land. We are landing in Ottawa. Paf. Et je crois que nous devons, dans ce travail, ne pas oublier la hauteur, vous voyez, Platon, la mortalité. Hein? Nous sommes à cheval entre la divinité et l'animalité, c'est là le problème de l'homme aussi, la philosophie. Et de l'Occident, de l'écriture. Nous devons focaliser, être stratégique. La division de travail, nous émettons déjà le savoir, mais là c'est comment on pense Ottawa, Bujumbura, Ottawa, Kigali, Ottawa, Kindu. Parce que nous devons avoir les gens aussi là-bas physiquement. Et en faisant cela, c'est vraiment mettre en œuvre ce qu'on appelle le leadership réticulaire. Ça signifie sous forme de réseau. Et ce leadership implique aussi l'engagement, le sacrifice personnel. Et ce centre, à 95%, vit de sacrifice. Personne ne compte ni son temps, ni son argent, ni son carburant pour qu'il marche. Donc, on n'a pas besoin de subventions, ce n'est pas juste une provocation. C'est fondamental. C'est parce que des gens payent les cotisations, il suffit qu'il y en ait 10, on peut continuer à publier la revue. On peut continuer à faire une conférence mensuelle. Et on peut continuer à faire notre colloque. Et c'est dans cet esprit, par ce sens, je me rappelle, les fondateurs sont encore là, il faut quand même ne pas perdre de vue cette hauteur, cette aristocratie, j'appelle ça, mansuétude divine qui nous permet, et je finis par là, à tout Seigneur, tout honneur, qui nous permet de rester en vie sans rien payer. Parce que je disais, en blaguant, n'est-ce pas, dans une conférence, il y a un mois peut-être, si pour payer encore il fallait les hypothèques, il y a longtemps que je serais déjà mort et oublié. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît.